Rouge. Although his car left the circuit at a tremendous rate of knots, Jacques was... Car refuses to turn at the next corner and he is out of the race. Martin, I have to interrupt you because the Jordan team are bouncing up and down in the pit lane. We're looking at... Dans l'univers de la vitesse, il existe des instants capables de faire retenir le souffle à des millions de personnes. Des instants où le rugissement des moteurs s'éteint soudainement, remplacé par le fracas du métal qui se tord, du carbone qui éclate, et par des impacts si violents qu'ils font trembler le cœur de ceux qui les regardent. La Formule, un sommet absolu du sport automobile, n'est pas seulement un affrontement de technologie, de stratégie et de précision. C'est un monde où la frontière entre la vie et la mort est si fragile qu'un simple souffle de vent semble parfois suffire pour la faire basculer. Les accidents que vous êtes sur le point de découvrir ne sont pas de simples pertes d'adhérence, ni des erreurs humaines mineures. Ce sont des moments où la vitesse, les imprévus et le destin se rencontrent en une fraction de seconde. Là où un léger contact à 300 km/h peut transformer une monoplace en projectile incontrôlable. Là où un voile de pluie sur un pare-brise peut plonger tout un peloton dans le chaos le plus absolu. Là où même les pilotes les plus admirés doivent faire face à une vérité implacable. Malgré la combinaison, le casque et la réputation, ils restent des êtres humains vulnérables, mortels. Depuis toujours, la fin est célébrée pour sa précision extrême. Des voitures optimisées au millième de seconde près, des pilotes aux réflexes presque surnaturels et des équipes techniques opérant comme des armées silencieuses derrière chaque victoire. Mais derrière l'éclat des podiums, il existe un côté sombre que l'on oublie souvent. La beauté de la vitesse a toujours un prix. Lorsqu'un accident survient, le temps semble se figer. Tous ceux qui se trouvent autour de la piste savent qu'on peut corriger une erreur, qu'on peut apprendre d'un échec, mais la vie, elle, ne revient jamais. Une voiture qui effectue 5 tonneaux avant de retomber lourdement sur un mur n'est pas seulement un spectacle saisissant, c'est un rappel brutal que, malgré tous les progrès technologiques, la sécurité peut être dépassée en un instant. Et pour le pilote, au centre de la tempête, il ne reste qu'une seule option, espérer que la cellule de survie fera son travail. Au fil de ses presque 8 décennies d'existence, la Formule 1 a vu l'évolution spectaculaire de ses normes de sécurité. Des systèmes comme le HANS, le Halo, la cellule de survie ou les combinaisons ignifugées ultra-légères ont sauvé d'innombrables vies. Mais chacune de ces avancées est née du choc d'un accident, parfois d'un drame, parfois d'un décès, parfois d'un moment où la FIA n'a plus eu le choix que de réinventer les règles. Certaines innovations ont été écrites dans la douleur, d'autres dans la peur de voir l'histoire se répéter. Ces tragédies n'ont pas seulement transformé la fin, elles ont transformé notre vision de la vitesse. Dans cette série de vidéos, nous allons revivre les instants qui ont façonné l'héritage de la Formule 1. Des instants où même les ingénieurs les plus chevronnés n'auraient jamais pensé que quelqu'un puisse survivre. Des envolées spectaculaires, des carambolages sous des pluies torrentielles, des collisions si violentes que la technologie moderne a dû prouver sa valeur en sauvant une vie. Mais ceci n'est pas une vidéo sur la peur, c'est une vidéo sur le courage, sur la résilience, sur ces hommes qui sortent des flammes, de la tôle froissée, du silence assourdissant après l'impact, et qui, malgré les tremblements de leurs jambes, ne pensent qu'à une seule chose, remonter dans la voiture. Préparez-vous pour la première partie de ce voyage, la découverte de 7 des accidents les plus terrifiants de l'histoire de la fin, non seulement par leur violence, mais aussi par les leçons qu'ils ont laissées derrière eux. Fernando Alonso. Quand une monoplace devient un projectile et qu'un homme en sort comme s'il n'avait jamais frôlé la mort, dans l'histoire de la Formule 1 moderne, rares sont les instants qui ont choqué le monde entier aussi profondément que l'accident de Fernando Alonso, un moment où la frontière entre tragédie et miracle s'est réduite à quelques millisecondes. Ce n'était pas simplement un crash, c'était une démonstration brutale de la manière dont la vitesse peut réduire toutes les prédictions à néant. Tout s'est joué en un éclair. Alonso se trouvait dans une situation de course apparemment ordinaire, mais il suffit d'un léger contact, d'un angle mal calculé ou d'un mouvement imprévisible d'un adversaire pour que sa McLaren se transforme en véritable projectile. Au moindre accrochage avec une roue avant, la voiture bondit dans les airs comme propulsée par une force invisible. Elle bascule, glisse latéralement, puis s'élève selon une trajectoire que des ingénieurs décriront plus tard comme celle d'une balle déstabilisée. L'impact contre le mur fut un choc presque irréel. Le carbone explosa en centaines d'éclats acérés, les pneus se détachèrent
et la cellule de survie se mit à tournoyer dans un nuage de poussière. Les spectateurs hurlèrent, les commentateurs s'interrompirent, et la caméra trembla sous la violence du choc. Pendant quelques secondes, personne ne savait si le pilote à l'intérieur respirait encore. Tout ce que l'on distinguait, c'était une carcasse déformée, couchée sur l'asphalte, terrifiante dans son silence. Mais au cœur de ce qui ressemblait à une catastrophe annoncée, un geste totalement inattendu apparut. La trappe du cockpit bougea, umbra sortit, et puis Fernando Alonso se leva, seul, par ses propres moyens. Il resta debout, un peu sonné, la combinaison couverte de poussière et de morceaux de carbone, mais sans la moindre blessure grave. Pas d'os cassé, pas de traumatisme majeur, seulement une irritation, celle de constater que sa voiture était détruite. Cette image fit le tour du monde en quelques minutes, devenant l'un des symboles les plus puissants de la résilience humaine dans le sport automobile. Ce miracle n'était pourtant pas dû au hasard. Derrière cette survie incroyable se cachent des décennies d'évolution en matière de sécurité. Le choc a généré des forces capables de rendre inconscient n'importe quel être normal. Mais la cellule monocoque, le système HANS, la structure d'absorption d'énergie et les matériaux composites ont fonctionné avec une précision chirurgicale. Ce n'était pas de la chance, c'était le résultat d'une science perfectionnée par des centaines de crash tests et des milliers d'heures de recherche. De nombreux experts ont affirmé que, si un accident identique s'était produit dans les années 90, l'issue aurait probablement été tragique. Mais la fin du XXIe siècle est différente, et Alonso en est la preuve vivante. Après l'accident, il quitta les lieux sous les acclamations du public. Non pas parce qu'il était champion du monde, mais parce qu'il venait de survivre à ce qui ressemblait à un crash impossible à supporter. Son message à la radio fut aussi sobre qu'inoubliable, « I'm okay ». 3 mots simples, mais qui incarnent toute l'évolution de la formule, le passage d'une époque où la mort était omniprésente à une ère où l'homme peut défier les 300 km/h et encore espérer marcher vers la sortie. L'accident de Fernando Alonso restera dans l'histoire non seulement pour sa violence spectaculaire, mais aussi pour sa conclusion. Un homme qui renaît là où tout laissait penser qu'il ne sortirait jamais vivant. La catastrophe, Sousse, la pluie, à Spa. Quand la nature avertit mais que l'homme ignore, jusqu'à ce que le chaos explose en une seconde, Spa-Francorchamps a toujours été considéré comme l'un des circuits les plus redoutables du monde, un endroit où la nature elle-même semble participer à la course, parfois clémente, parfois féroce, au point de faire trembler même les pilotes les plus expérimentés. Et ce jour-là, Spa devint le théâtre de l'un des épisodes les plus chaotiques de l'histoire de la fin, un désastre dont chacun s'accorde à dire « cela n'aurait jamais dû arriver ». Dès le matin, le ciel des Ardennes paraissait bien plus sombre qu'à l'habitude. Des nuages noirs s'amoncelaient, un brouillard froid flottait au-dessus de la piste, et les premières gouttes de pluie tombaient comme une mise en garde silencieuse. Pourtant, les voitures prirent la piste. Les équipes continuèrent leur programme. La FIA maintint le statut « piste dégagée ». Personne n'osait admettre ce que tous savaient déjà. Spa était en train de se transformer en piège mortel. Lorsque la pluie fine se changea en véritable déluge, tout bascula. L'eau n'évacua plus normalement et forma de longs rubans glissants, créant des zones d'aquaplanage d'une dangerosité extrême. À plus de 200 km/h, il suffit d'une seule roue qui quitte l'asphalte pour que la voiture devienne un bateau incontrôlable. Puis l'inévitable arriva. Un pilote perdit le contrôle dans un virage à haute vitesse. Sa monoplace glissa comme un savon mouillé, franchit une zone détrempée et alla s'écraser contre le mur sans même pouvoir freiner, sans pouvoir corriger, sans la moindre chance de sauver la trajectoire. L'impact fut si violent qu'il résonna comme une explosion étouffée. Mais ce n'était que le début. La voiture rebondit sur la piste, exactement au moment où un groupe de pilotes arrivait dans une vision réduite à quelques mètres à cause de la pluie et des projections d'eau. Une deuxième voiture percute à la première, puis une troisième, puis une quatrième, le tout en moins de 3 secondes. Les morceaux de carbone volaient comme une pluie noire, des pneus roulaient librement, tandis que les monoplaces tournaient sur elles-mêmes comme des débris d'explosion. La visibilité était quasi nulle. Personne ne savait ce qui se trouvait devant lui. Personne ne savait s'il allait heurter une voiture, un mur ou pire. C'était une scène digne d'un carambolage sur autoroute dans un brouillard dense à une différence près. La vitesse était de 250 km/h. Dans cette confusion totale, une voix paniquée résonna dans les radios et fut entendue par des millions de téléspectateurs. « Red flag, arrêtez ça tout de suite, Liza ». Mais le drapeau rouge ne fut levé qu'après la catastrophe.
Les pilotes sortirent de leur voiture, certains désorientés, d'autres frappant leur volant de colère. Quelques-uns avaient les jambes tremblantes, encore sous le choc d'être passés à quelques centimètres d'un scénario fatal. Aucun n'était grièvement blessé, un miracle, mais tous savaient qu'ils venaient d'échapper à l'un des pires accidents collectifs que l'on puisse imaginer. Les experts ont confirmé plus tard que la piste avait dépassé depuis longtemps le seuil de sécurité et que la FIA aurait dû interrompre la séance bien plus tôt. Ce fut une leçon douloureuse sur le danger d'ignorer la météo, sur la lenteur décisionnelle qui peut coûter des vies, et sur l'erreur de croire que la technologie suffira toujours à contrer la nature. La catastrophe sous la pluie à Spa reste aujourd'hui l'un des exemples les plus frappants de cette vérité simple. La nature gagne toujours si vous tentez de la défier. Marcus Ericsson. Quand la technologie sauve une vie au moment où la voiture se transforme en tourbillon d'acier à Monza, Monza, le temple de la vitesse, est un circuit où la moindre erreur est amplifiée 10 fois. À plus de 330 km/h, chaque pression sur une pédale, chaque millimètre de mouvement du volant, chaque variation d'aérodynamique peut faire basculer un tour parfait vers une catastrophe absolue. Et pour Marcus Ericsson, la séance d'essai de Monza 2018 fut le moment où la technologie moderne de la fin prouva une fois de plus qu'elle n'existe pas seulement pour gagner du temps, mais pour sauver des vies. Tout commença par un problème en apparence anodine, le DRS bloqué en position ouverte. Sur le papier, ce n'est qu'un incident technique mineur. Mais sur la piste la plus rapide du monde, cette petite panne devient potentiellement mortelle. Lorsque le DRS est ouvert, l'aileron arrière génère moins d'appui, ce qui permet une vitesse maximale beaucoup plus élevée. Mais si le système ne se referme pas au moment du freinage, la voiture perd brutalement son appui aérodynamique et devient instable, presque incontrôlable. En entrant dans le virage numéro 1 litre 1 des points de freinage les plus violents du championnat, la Sauber d'Ericsson se déporta violemment sur la gauche, comme si une bourrasque invisible venait de la frapper. Avec le DRS totalement ouvert, l'arrière de la voiture devint aussi léger qu'une feuille de papier. À cette vitesse, il n'existe plus de place pour le talent ou la correction. La physique décide du destin. Et alors, la voiture s'envola. Ericsson fut projeté dans une série de tonneaux terrifiants, tournoyant 5 ou 6 fois dans les airs. À chaque rotation, son corps subissait des forces G si violentes qu'elles auraient pu causer de graves blessures internes à une personne normale. Des morceaux de carbone jaillirent comme des shrapnels, des ailerons se tordirent, et la monoplace heurta les barrières avant de rebondir et de continuer sa danse chaotique, telle une coquille vide prise dans une tempête. La scène était si choquante que les commentateurs ne trouvèrent que quelques mots. « Oh mon Dieu !» Personne ne pensait qu'il sortirait vivant d'un tel enchaînement d'impacts. Les tonneaux à haute vitesse sont parmi les accidents les plus dangereux de la fin, car chaque impact impose une variation brutale de force G, capable de briser un corps humain. Et puis, soudain, un miracle. Alors que les commissaires accouraient, ils virent un léger mouvement à l'intérieur de ce qu'il restait du cockpit. Quelques secondes plus tard, le halo se souleva et Marcus Ericsson sortit par ses propres moyens. Il se tenait debout, tremblant, couvert de débris, mais vivant. Aucun os cassé, aucune blessure grave, seulement un esprit choqué par ce qu'il venait de traverser. Le paddock entier retint son souffle. On comprit immédiatement que ce n'était pas la chance qui avait sauvé Ericsson, mais l'ingénierie de la Formule 1. La cellule de survie en carbone avait absorbé l'essentiel de l'impact. Le système HANS avait empêché son cou de se briser. Le harnais à 6 points avait maintenu son corps parfaitement stable. La FIA elle-même utilisa cet accident comme exemple pour rappeler l'importance cruciale des évolutions constantes en matière de sécurité. Voilà pourquoi nous innovons chaque année. Et la preuve ultime de l'esprit d'un pilote fin survint 48 heures plus tard. Ericsson remonta dans une voiture de course. Pour beaucoup, cela semblait fou. Pour un pilote, c'était normal. L'accident de Marcus Ericsson à Monza n'est pas seulement l'un des crashs les plus spectaculaires des années 2010. C'est aussi une leçon inestimable. Dans ce sport, la technologie ne sert pas uniquement à aller plus vite, elle existe pour permettre aux pilotes de vivre assez longtemps pour continuer de courir. Martin Brundle. La voiture se brise en deux et l'homme se relève, courant vers les stands, comme si la mort n'avait jamais posé la main sur lui. Parmi les accidents qui ont marqué profondément les fans de Formule 1, celui de Martin Brundle au Grand Prix d'Australie 1986 figure parmi les plus incroyables. C'est l'un des rares crashs où l'on a cru assister à une tragédie absolue avant de voir, quelques secondes plus tard, l'impensable,
un pilote sortir indemne, puis se mettre à courir vers les stands pour demander une voiture de rechange. Cela ressemble à une légende exagérée, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est aussi ce qui définit la fin des années 90, un monde où les collisions les plus violentes pouvaient survenir à tout instant et où la volonté des pilotes surpassait souvent la raison. Dès les premiers mètres de la course, le chaos s'est invité. En arrivant dans le premier virage, Brundle se retrouva coincé dans un goulot d'étranglement entouré de plusieurs voitures. À 250 km/h, le moindre contact devient un coup de massue et le destin choisit ce moment précis. Un léger accrochage avec une roue adverse suffit pour faire décoller la Jordan numéro 12. Puis vint l'instant d'horreur, la voiture pivota verticalement, heurta violemment le sol, fit un tonneau supplémentaire avant d'exploser contre les barrières, projetant un nuage gigantesque de poussière et de débris. La force de l'impact déchira littéralement la monoplace en deux, la séparant en un avant et un arrière distinct, une scène digne d'un film catastrophe. Personne ne pouvait imaginer que le pilote sortirait vivant de cet amas de métal tordu. Les spectateurs se levèrent d'un bond, les équipes retinrent leur souffle, et les commentateurs ne purent que s'écrier « La voiture est en deux, mon Dieu, j'espère qu'il est en vie ». Quelques secondes plus tard, un miracle. Une silhouette se redressa au milieu de la fumée. Martin Brundle apparut, légèrement chancelant, mais debout, avançant par lui-même. L'équipe médicale se précipita, mais il les repoussa presque, voulant montrer qu'il allait bien. Après quelques instants à vérifier s'il bougeait normalement, il prononça une phrase devenue célèbre. « J'ai une voiture de rechange ? Je dois continuer la course. » Et Brundle se mit à courir vers les stands. Toute la planète Fun resta interdite devant cette scène. Comment pouvait-il survivre à une telle violence ? Les ingénieurs ont pourtant une réponse logique. La cellule de survie en fibre de carbone, un concept encore relativement nouveau à l'époque, avait fonctionné à la perfection. Le fait que la voiture se soit brisée en deux n'était pas un échec structurel, mais un mécanisme d'absorption d'énergie conçu pour éviter que toute la force du choc ne se transmette au pilote. Plus tard, Brundle reconnaîtra qu'en sortant de la voiture, il n'avait pas encore retrouvé pleinement ses réflexes, son esprit étant encore embrumé. Mais l'instinct primaire d'un pilote avait pris le dessus, continuer à courir. Pour un homme né pour piloter, un accident même aussi spectaculaire n'est qu'un obstacle de plus à dépasser. L'accident de 1986 est devenu l'un des clips les plus diffusés de l'histoire de la Fun, non seulement en raison de sa violence inouïe, mais aussi parce qu'il a montré ce que signifie réellement être un pilote, un mélange de courage, de folie et d'une détermination qui défie les lois de la logique. Cet accident n'est pas seulement un rappel des dangers de la Fun, c'est aussi l'histoire d'un homme refusant de laisser la peur ou le destin décider à sa place. Martin Brundle n'a pas simplement survécu, il a prouvé que certains hommes sont faits pour courir jusqu'à leur dernier souffle. Charles Leclerc, Fernando Alonso, Spa 2018. Quand le halo, d'abord moqué, sauve ensuite la vie d'un futur champion, en 2018, Spa-Francorchamps prouva une fois de plus qu'il n'est pas seulement un circuit, mais un véritable juge implacable, testant autant l'homme que la technologie. Et c'est ici, au premier tour du Grand Prix, que le monde entier fut témoin d'un moment qui allait changer définitivement la perception de la sécurité en Formule 1. Un moment où le halo, autrefois ridiculisé pour son apparence, sauva la vie de Charles Leclerc. Pour comprendre la gravité de ce qui s'est passé, il faut revenir à l'époque. Leclerc n'était alors qu'un rookie chez Sauber, un jeune talent promis à un avenir brillant. Alonso, lui, était déjà un champion du monde, expérimenté, combatif, toujours à l'affût du moindre espace pour attaquer. Lorsque les feux s'éteignirent, le peloton se précipita vers la source, un virage tristement célèbre pour ses accrochages. Et en une fraction de seconde, tout bascula. Nico Hülkenberg freina trop tard. Une erreur minuscule, mais à ces vitesses, c'est une bombe à retardement. La Renault percuta l'arrière de la McLaren d'Alonso avec une violence extrême. L'impact fut si brutal que la voiture d'Alonso décolla du sol, projetée comme un projectile incontrôlable. Dans son vol chaotique, la monoplace orangée se dirigea droit vers la Sauber blanche de Charles Leclerc. La caméra embarquée de Kevin Magnussen immortalisa la scène. Des morceaux de pneus, de suspension et d'ailerons fonçaient comme des lames vers la tête de Leclerc. Quelques années plus tôt, avant l'arrivée du halo, cela aurait presque certainement été un accident fatal. Mais l'histoire prit un autre chemin.
La McLaren vint s'écraser directement sur le halo. La barre de titane encaissa toute la force, suffisamment puissante pour réduire un casque en miettes, voire bien pire. Le halo se déforma légèrement, portant des traces de brûlure et d'abrasion, mais il ne céda pas. Il accomplit exactement ce pourquoi il avait été conçu, protéger la vie du pilote. Le monde resta bouche bée, puis les exclamations fusèrent « C'est un miracle ». Sans le halo, Leclerc n'était plus là. Preuve irréfutable de son utilité. Même Alonso, qui venait littéralement de survoler Leclerc, admit « Le halo a fait 100% du travail aujourd'hui ». Les ingénieurs de la FIA, longtemps critiqués pour avoir enlaidi les voitures, devinrent soudain les héros silencieux de la journée. Les sceptiques se turent. Tous comprenaient maintenant que ce simple anneau de titane venait d'éviter à la fin une tragédie majeure. La réaction de Leclerc lui-même fut aussi marquante que l'accident. En revoyant les images de la McLaren s'écrasant sur son habitacle, il déclara simplement « Je suis vraiment heureux que nous ayons le halo ». Des mots simples, mais chargés d'une profonde reconnaissance venant d'un homme qui venait d'échapper à la mort. Le crash de Spa 2018 n'est pas seulement un accident, c'est un tournant, une démonstration que la sécurité en F1 n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale, et un moment où un futur champion Charles Leclerc se vit offrir la chance de continuer son histoire. Depuis ce jour, aucune critique contre le halo n'a survécu. Plus personne ne le trouve laid. Plus personne ne réclame son retrait, car tout le monde sait désormais, si un dispositif peut sauver, ne serait-ce qu'une seule vie, alors il mérite d'exister. Robert Kubica, Canada 2007. L'impact à 75 G qui a figé le monde entier, et l'homme qui en est sorti presque indemne, dans les années 2000, alors que la sécurité en Formule 1 était en pleine évolution, l'accident de Robert Kubica au Grand Prix du Canada 2007 devint l'un des moments les plus terrifiants jamais enregistrés dans l'ère moderne. Ce n'était pas simplement un crash violent, c'était un choc mesuré à 75 G, un niveau que les médecins du sport décrivent souvent par deux mots, presque impossible à survivre. Tout commença au 27e tour. Kubica poursuivait la Toyota de Jarno Trulli, cherchant l'ouverture sur la longue ligne droite menant à l'épingle. Sa BMW Sauber filait à plus de 290 km/h, stable, parfaitement sous contrôle. Personne n'imaginait qu'en quelques secondes à peine, elle deviendrait l'un des amas de débris les plus effrayants de l'histoire de la F1. Un simple contact avec l'arrière de la Toyota, si léger qu'il serait insignifiant à vitesse normale, devint catastrophique à cette allure. L'aileron avant se brisa partiellement, la voiture perdit son appui et fut projetée hors trajectoire. Kubica glissa sur la pelouse, heurta une rigole de drainage, puis soudain, la voiture décolla. La BMW se transforma en projectile d'argent incontrôlable. Lorsqu'elle retomba, le choc la fit pivoter à 45 degrés avant qu'elle ne fusille littéralement le mur de béton. Les capteurs enregistrèrent une force de 75 G, supérieure à ce que subissent les pilotes de chasse durant les exercices les plus extrêmes. L'impact démembra la voiture en une pluie de carbone. Les roues furent arrachées. Les ailerons explosèrent en éclats coupants. La cellule avant se désintégra presque entièrement. Mais le cauchemar continua. La voiture, toujours portée par l'inertie, glissa le long du mur, tourna encore, puis traversa la piste avant de percuter un second mur. Lorsque la poussière retomba, le silence envahit tout le circuit. La voiture n'existait plus, il ne restait qu'un cockpit déformé. Aucun observateur ne pensait qu'un être humain pouvait survivre à une telle destruction. Les commentateurs murmurèrent presque « Impossible, il ne peut pas être vivant ». Mais les commissaires accoururent. Ils regardèrent dans le cockpit. Et alors l'impensable se produisit. Robert Kubica bougea. Umbras, dremua. Sa tête s'inclina légèrement. Il était en vie. Lorsque l'équipe médicale le sortit de la voiture, il n'était même pas inconscient. Il parla, répondit. Et quelques minutes plus tard, les médecins annoncèrent une conclusion qui fit trembler le monde entier. Aucune fracture, aucune blessure grave, aucun traumatisme crânien, seulement une cheville meurtrie et quelques contusions. Un choc à 75 G, une force capable de pulvériser un corps humain, n'avait laissé que des blessures mineures. Ce n'était pas un miracle irrationnel, c'était la victoire de l'ingénierie moderne de la F1. La cellule de survie en fibre de carbone avait tenu. Le système Hans avait empêché son coup de céder. Les harnais à 6 points avaient maintenu Kubica parfaitement stable. Les zones d'absorption avaient dissipé l'énergie comme prévu. Aucune force directe n'avait traversé son corps. C'est ainsi que Robert Kubica
devint l'un des symboles les plus puissants de la capacité de survie en Formule 1. Mais l'histoire avait une suite encore plus extraordinaire. Un an plus tard, sur ce même circuit qui avait failli lui coûter la vie, Robert Kubica revint et remporta la première victoire de sa carrière. Comme un cercle du destin bouclé avec élégance, comme une déclaration silencieuse que la vitesse ne gagne jamais contre la détermination humaine. L'accident du Canada 2007 reste ainsi l'une des preuves les plus éclatantes que malgré la violence brute de la vitesse, l'homme peut se relever plus fort que le mur, plus fort que l'acier, plus fort même que 75 G. Carambolage, Monza 2000. Quand la vitesse se transforme en tragédie et qu'un Marshall paie de sa vie, Monza, le temple de la vitesse, un lieu où les voitures fendent l'air si violemment que même le son semble être avalé par la vitesse. Mais cette vitesse, aussi magnifique qu'elle puisse paraître, porte toujours une face sombre. Et en l'an 2000, lors d'une après-midi qui semblait parfaite en Italie, Monza révéla cette face dans sa version la plus brutale, la plus inattendue. Dès l'extinction des feux, le peloton s'élança à 330 km/h vers la chicane Roggia, l'endroit le plus étroit, le plus traître, et l'un des plus chargés en accidents de toute la piste. Les pilotes se bousculaient pour chaque centimètre de piste, refusant de céder, car à Monza, perdre la vitesse, c'est perdre tout. Mais cette férocité fut précisément l'étincelle qui déclencha l'un des incidents les plus chaotiques de la fin moderne. Quelques secondes suffirent pour que le drame éclate. Un freinage imprévisible, un léger contact, et soudain tout le peloton fut tapé dans un carambolage en chaîne. La Williams de Ralf Schumacher partit en travers, la Sauber de Mika Salo fut propulsée en l'air, Johnny Herbert glissa dans un nuage de fumée blanche. Rubens Barrichello se retrouva piégé dans une pluie de débris de carbone. En un éclair, plus de 6 voitures furent réduites à des carcasses tordues et la piste de Monza se transforma en champ de bataille d'acier déformé et de chaos. Les cris montèrent depuis les tribunes. Les commentateurs perdirent leur voix dans la stupeur. Les équipes, dans les stands, calculaient frénétiquement, mais avec une peur qu'elles tentaient de dissimuler. Pourtant, la véritable tragédie n'avait pas encore révélé son visage. Alors que les monoplaces détruites continuaient de projeter des éclats de carbone sur les bas-côtés, des dizaines de fragments tranchants, comme des lames, volèrent droit vers la zone des commissaires, ces hommes silencieux qui veillent à la sécurité du sport. Parmi eux se trouvait Paolo Gislimberti, un jeune marshal passionné qui voyait dans Monza la réalisation d'un rêve d'enfance. C'est alors qu'un fragment de roue, arraché de la Sauber détruite, rebondit sur l'asphalte et fut projeté à près de 300 km/h. Il traversa la barrière de sécurité et percuta Paolo avant que quiconque ne puisse réagir. L'impact fut si violent que même l'intervention immédiate des médecins ne put changer le destin. Quelques minutes plus tard, la nouvelle tomba. Paolo Gislimberti était décédé. L'atmosphère de Monza se figea instantanément, comme si le rugissement des moteurs venait d'être étouffé. Les pilotes baissèrent les yeux. Les chefs d'équipe restèrent immobiles. Et lorsque la confirmation fut communiquée, Michael Schumacher, deuxième ce jour-là, éclata en sanglots pendant la conférence de presse. Incapable de continuer, il quitta la salle, les yeux rougis. Ce moment força toute la communauté fin à affronter une vérité cruelle. Derrière la vitesse, il y a des hommes qui risquent bien plus qu'on ne l'imagine. Le carambolage de Monza 2000 ne fut pas qu'un accident massif. Il devint une alerte déchirante qui poussa la FIA à réformer immédiatement ses protocoles, renforcement des normes de protection des commissaires, amélioration des barrières, révision de la conception des roues pour éviter leur détachement, optimisation des structures d'absorption d'impact. Ces mesures sauvèrent d'innombrables vies dans les années suivantes. Et aujourd'hui encore, lorsque l'on évoque Monza 2000, personne ne pense au podium, ni aux stratégies, ni au dépassement. On ne retient qu'une chose, la vitesse a un prix. Et parfois, ce prix est payé par ceux qui restent dans l'ombre, derrière la barrière, au nom de la passion et du courage. En revisitant ces 7 accidents, on pourrait croire que la Formule n'est qu'une succession de moments insensés, où le métal se tord, où les voitures explosent et où les pilotes flirtent constamment avec la frontière fragile entre la vie et la mort. Mais réduire la fin à un simple sport extrême serait passer à côté de ce qui fait sa grandeur, le courage humain, l'évolution technologique et cette volonté indomptable de continuer, même face à l'impossible. Les crashs d'Alonso, Ericsson, Leclerc ou Kubica peuvent glacer le sang, mais derrière chaque impact, chaque tonneau, chaque amas de débris,
se cache un contraste fascinant entre une fragilité absolue et une précision technologique presque parfaite. L'être humain ne peut pas affronter la force G par la seule force physique, mais il peut créer des machines capables d'absorber l'énergie, de dévier l'impact, de sauver des vies grâce aux HANS, aux Halo, aux cellules de survie, des innovations qui transforment un accident potentiellement fatal en un simple « je vais bien » à la radio. À la fin de chaque crash, aussi violent soit-il, une image revient encore et encore. Un pilote qui tente de se lever, de lever la main, ou même de courir vers les stands pour reprendre la course, comme Martin Brundle en 1986. C'est leur instinct, c'est leur ADN, et c'est aussi la raison pour laquelle des millions de personnes aiment la F1. Pas seulement pour savoir qui est le plus rapide, mais pour assister à cette guerre permanente entre les limites humaines et le génie technologique. Mais tous les accidents ne se terminent pas par un miracle. Monza 2000 nous rappelle que le prix de la vitesse n'est pas seulement payé par les pilotes. Ceux qui se tiennent derrière les barrières, les commissaires, les héros silencieux, mettent eux aussi leur vie en jeu. C'est pour eux que chaque norme, chaque barrière renforcée, chaque protocole de sécurité existe. Chaque amélioration, chaque boulon serré plus fort porte la mémoire de ceux qui ont payé le prix ultime. Et ce sont précisément ces tragédies qui ont façonné la fin moderne. Le Halo est né du sacrifice de Jules Bianchi. Les règles renforcées après Monza 2000 ont sauvé d'innombrables commissaires. Les évolutions inspirées du choc à 75G de Kubica ont donné naissance à une génération de cellules de survie presque indestructibles. Du chagrin naît le progrès. De la perte naît la protection. De la douleur naît l'avenir. C'est peu être cela qui rend la formule un unique au monde. Elle n'essaie pas de dissimuler le danger. Elle ne prétend pas être plus sûre qu'elle ne l'est réellement. Elle le montre, brute, réelle, sans phare. Mais elle prouve aussi que la détermination humaine est capable de courir plus vite que la peur et que le besoin de défier les limites est encore plus fort que la crainte de les franchir. Lorsque vous repensez à ces accidents, ne regardez pas seulement la tôle froissée ou les voitures qui s'envolent. Regardez ce qui vient après, les ingénieurs qui analysent chaque donnée, les équipes qui transforment chaque crash en amélioration, chaque erreur en leçon. La fin n'avance jamais par hasard, elle avance parce que chaque drame devient un moteur d'évolution. Et surtout, rappelez-vous que chaque pilote qui s'installe dans un cockpit sait exactement ce qu'il affronte. Pourtant ils y vont, ils bouclent leurs harnais, allument leurs moteurs et plongent dans la vitesse comme si c'était leur habitat naturel. C'est cela, la Formule 1, un monde où l'homme touche ses limites et parfois les dépasse.